Le cercle RH, le débat de Smart Job, j'étais un peu dans la lune, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous dire. On va parler des managers. Alors c'est le sujet depuis presque 1 an et demi dont on parle beaucoup sur le plateau. D'abord, qu'est-ce qu'un manager exactement? Est-ce que c'est une vraie fonction? Est-ce que c'est une fiche de poste? Je ne crois pas. Manager aujourd'hui, manager demain, dans un contexte de télétravail, de réorganisation évidemment du travail, ça ressemble à un casse-tête et puis à un peu une crise d'évocation aussi, parce que les managers aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Ils doivent à la fois contrôler, animer, faire de la psychologie. Bref, tout ça est très compliqué. On en parle avec mes invités et ils ont un avis sur la question évidemment. Nina Buffy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Open Opal. Par ailleurs, vous avez aussi une autre activité professionnelle à côté, je crois en charge du numérique, des questions numériques. Je travaille dans une équipe qui est en charge des questions de numérique en santé au ministère de la Santé. Vous vous définiriez, vous, comme manageuse ? Ah non, moi je fais tout pour rentrer dans des équipes et enlever les managers. Ah d'accord, donc vous faites partie de ceux qui coupaient la branche en disant on travaille en horizontal, mais pas un manager comme ça qui vient superviser tout ça. C'est ça un peu C'est un petit peu plus subtil que ça parce que de l'horizontal ça marche pas non plus, mais c'est ça. Le débat commence mal. Si le vertical ne fonctionne pas et l'horizontal non plus, vous allez nous trouver peut-être une formule intermédiaire. Une version tour de Pise. C'est ça, version au milieu, un 45 degrés. Éric Albert, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de YouSide. Et justement, vous avez sorti un livre chez Erol, Le manager est un psy. C'est ce que vous portez, en tout cas, je dirais, c'est ce que vous allez nous raconter. C'est pas une fonction, c'est plutôt une attitude d'accompagnement. C'est un rôle. Ça n'est pas une fonction, mais c'est un rôle. Le manager, il a une population autour de lui et il faut que cette population, il en tire le meilleur dans un contexte avec des contraintes contradictoires dans tous les sens. Donc, entre ce qui vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut, ce qui vient des côtés. Donc il est pris dans ce jeu de contraintes avec des acteurs. Et comment est-ce qu'il donne envie à ces acteurs ? YouSide, c'est le premier cabinet de conseil spécialiste des mutations culturelles et des comportements. Donc on parle évidemment le comportement, c'est le psy. Puis Didier Pitlet qui est déjà venu, vous êtes tous les deux déjà venus sur le plateau, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Président, alors vous avez plusieurs casquettes, président de la maison Enoch Consulting, et puis il y a président du cercle du leadership, où là, tout au long de l'année, j'imagine en 2022, vous aurez des cycles et des séquences de conférences, d'échanges très formels et informels. Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif ? Le cercle du leadership, c'est un think tank qui travaille sur tous les enjeux futurs, justement, du leadership. Et chaque année, on a un thème. Là, on a bouclé le thème des énergies essentielles. On va rentrer dans le thème de l'envie. Parce que c'est un sujet on ne peut plus d'époque aujourd'hui. Qu'est-ce que l'envie ? Et notamment au niveau du management, ça on pourra en reparler. Alors, commençons par le début. Quelle est votre définition du manager ? Parce que quand on creuse ce sujet, depuis 2 ans que je suis sur ce plateau à animer cette émission, on a dû prononcer le mot manager 3500 fois. Et assez régulièrement, on me traverse dans le cerveau, mais c'est quoi un manager ? C'est quoi ? Quelle est votre définition ? Un manager, c'est quelqu'un qui est en charge d'une équipe et qui, avec cette équipe, doit obtenir le meilleur de son équipe. Il est au COMEX ou il n'est pas au COMEX ? Ça dépend. Il y a tous les niveaux managériaux. Donc, il y a du manager de terrain. Donc, il a une équipe de terrain. Il a des ouvriers. Comment est-ce qu'il se débrouille avec ses ouvriers pour que cette équipe-là soit la somme soit meilleure que la somme des individus. Et son enjeu, c'est de tirer le meilleur de son équipe. Votre définition, Nina ? Alors, moi j'aime bien penser les organisations en termes de rôle. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube que vous pourrez aller voir à ce sujet qui s'appelle « À quoi sert un manager et comment s'en passer ?» Enfin, dès le début de l'émission, vous nous avez dit quand même que globalement, vous vous en vouliez pas de manager. Enfin, justement, c'est exactement ça. Et donc, quand on regarde les rôles d'un manager, en fait, pour moi, il a 3 rôles différents. Le premier, c'est de faire de la coordination. Le deuxième, c'est d'exercer un rôle d'autorité. Et le troisième, c'est faire de l'accompagnement. Et donc, ces fonctions-là peuvent être concentrées sur une seule personne, mais c'est souvent difficile et c'est très rare de trouver des personnes qui savent faire les 3. C'est le mouton à 5 pattes, là. Et donc, du coup, je trouve et je prône pour des manières plus intelligentes de distribution de ces rôles-là, de manière à pour les distribuer sur les différentes personnes de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leurs avis. Juste un mot, parce qu'Open Opal, c'est peu connu encore, mais ça fonctionne comment ?
Ça marche comment pour qu'on comprenne un peu comment vous fonctionnez? Alors, on est un collectif de personnes, donc on a des formes de gouvernance qui sont... venues d'horizons différents? C'est variable, oui. Il y a à la fois des personnes comme moi qui ont une activité professionnelle et qui ont cette approche-là dans leur profession. Donc, on a des dirigeants, des managers, justement, des entrepreneurs. On a aussi des coachs et des facilitateurs, et puis des personnes qui sont en transition et qui sont un petit peu en conflit avec les formes traditionnelles de travail. Mais ce qui est un peu votre cas, si j'ai bien compris, c'est pas pour vous challenger, mais c'est un peu l'idée que vous êtes en train un peu de révolutionner cette espèce de système bâti sur le manager, quoi, si je comprends bien. C'est un système qui ne me convient pas, ouais. Donc c'est ça, on cherche une autre solution. Voilà, c'est ça l'idée. La définition permet quand même de bâtir ensuite une réflexion. Didier Pittel, manager, votre définition en quelques mots, c'est quoi un manager? C'est une fonction ou c'est une attitude? C'est les deux. C'est les deux. Pour moi, c'est à la fois un guide et un coach aujourd'hui. Parce que on est passé depuis quelques années de la sacro-sainte fierté d'appartenance, ça a nourri des décennies de management, à la fierté d'adhésion. Et on ne fait pas adhérer de la même manière qu'on fait appartenir. Il y a une logique d'autorité dans le premier, donc ça c'est le manager à la papa. Et qui existe toujours, Didier. Mais qui existe majoritairement. Ouais, majoritairement. Et on va revoir aussi comment on nomme les managers, ce qui pose beaucoup de problèmes et ce qui amène peut-être des réflexions comme les vôtres. C'est que souvent on nomme des super techniciens, encadreurs de techniciens, qui n'ont pas forcément l'appétence humaine pour être à la fois un guide et un coach. Mais j'ajouterais, moi, par rapport aux fonctions dont on parle, dans le manager, il y a toute cette question de la dynamique collective. La dynamique collective, elle ne se crée pas toute seule. Donc, comment on gère le jeu relationnel entre les acteurs? Vous prenez un groupe, une rédaction en chef, il y a des conflits. Et un manager, il est là pour créer aussi un jeu. Et puis, il a un autre rôle qui est un rôle d'interface. Parce que l'intérêt de son équipe n'est pas toujours convergent avec l'intérêt des autres équipes. Tout à fait. Et donc, il a cette interface à gérer avec d'autres équipes. Et puis, à la fin des fins, quand même, disons les choses comme elles sont, le manager, il est garant des résultats. Un peu, oui. C'est là où ça commence à... C'est bien qu'on s'en débarrasse, mais la question, c'est à qui on va poser la question des résultats de l'ensemble. Oui, parce que l'entreprise, elle doit faire de la richesse, elle doit créer de la richesse. Et donc, il a quand même ce rôle, avec... après, dans la façon de l'exercer, il peut être... Excusez-moi, je vous pose la question abruptement, mais le télétravail a démontré, toutes les études le démontrent, qu'on va pas revenir en arrière. C'est-à-dire que ce qui est enclenché sur le télétravail semble plutôt être durable. Et on a découvert aussi une forme d'autonomie, de responsabilité des collaborateurs qui finalement, quand on parle avec des dirigeants, vous disent moi mes résultats n'étaient pas si mauvais. C'est-à-dire que les gens, sans être contrôlés, cornaqués, ont fait le boulot et ils l'ont fait bien. Ça corrobore un peu votre philosophie finalement. Oui. L'individu est capable de faire les choses. Tout à fait. La question du contrôle, pour moi, elle est centrale dans toutes les questions de relation autour du travail. Elle est vraiment fondamentale. Et ce qu'on dit quand on parle de managers qui deviennent coach, c'est justement des managers qui arrivent à faire cette bascule du contrôle à la confiance pour simplement donner les clés du camion à ses équipes, pour les laisser trouver eux-mêmes le chemin, en partant du principe qu'avec le bon soutien, ils seront tout à fait capables d'arriver au résultat sans avoir besoin qu'on leur dise quoi faire à chaque pas. Ça vous va, cette définition-là et cette philosophie? Parce que le monde du travail a changé. Vous les croisez, ces dirigeants? C'est un vrai Big Bang là, qu'on vient de vivre. C'est même pas une évolution, c'est une transformation totale. D'ailleurs, les managers sont quelque part les grandes victimes de ce qui vient de se passer durant ces 2 ans. Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenus, ils n'ont pas été suffisamment accompagnés pour comprendre ces mutations. Et ils sont passés d'un mode où l'autorité reposait sur la maîtrise du collectif physique à effectivement un éclatement. Et donc ça, aujourd'hui, vous avez plein de... Ils étaient perdus là, au début. Aujourd'hui, vous avez plein de managers qui effectivement ne savent plus trop effectivement où ils habitent. Alors maintenant, une des raisons de cela, c'est quelque part un manque de prise de conscience des états-majors. Parce que, attention, je veux dire, on se plaint souvent des managers, mais quand tu es dirigeant là-haut, il ne faut jamais oublier que tu as les managers que tu mérites. Et ça, c'est un point clé. Il faut quand même le dire. J'ai lu des papiers sur des journaux spécialisés des cadres où on voit quand même que l'actionnariat, que parfois le COMEX met une pression incroyable sur le manager, que lui, il redescend évidemment quelques étages et puis se retrouve devant son équipe et se retrouve là évidemment dans une situation psychologique intenable, dans un conflit de loyauté qui est terrible.
Oui, alors... Parce qu'il aime son équipe, il a envie de l'aider, bien entendu, je pense, parfois. Puis de l'autre, il faut qu'il réponde aussi aux exigences, aux injonctions de la direction. Donc c'est intenable. Alors, juste un point sur ce que vous disiez sur ça a très bien marché pendant les confinements. Vous matinez un peu mes propos. Ça a très bien marché, mais ça a très bien marché dans un modèle de crise. Et dans un modèle qui était un modèle limité dans le temps. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un sujet énorme, très nouveau et très intéressant, qui est comment est-ce que on trouve un équilibre entre des nouvelles formes de travail dans lesquelles on aura du présentiel et du distanciel. Mais c'est la formule. Et là, il y a une nouvelle fonction du manager qu'on n'avait pas du tout pensé jusqu'à présent. C'est que, du coup, quand vous êtes en présentiel, il faut être là pour créer de l'informel, pour créer de la convivialité, pour bosser ensemble. Pour profiter de ces moments, quoi, on va dire. Le lien social. La relation et pour élaborer ensemble. Et donc, le manager, il a un nouveau rôle, c'est qu'il doit être animateur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il devient gentil organisateur. C'est-à-dire qu'il faut que quand les collaborateurs viennent au bureau, il faut qu'ils soient à disposition. Il se passe quelque chose. S'ils s'enferment dans le bureau, ça marche pas. Il faut qu'il se passe quelque chose. Si c'est rien passé, si je suis venu au bureau, je me dis, j'aurais fait la même chose chez moi. C'était nul. Alors là, c'est double punition et les gens ne viendront plus. Donc, il faut absolument. Donc, il y a un nouveau rôle. C'est très intéressant. Donc, il faut les doter de cette. Il faut qu'il se passe un truc. Il faut qu'il y ait des événements. Il faut créer cette convivialité, etc. C'est très. C'est du salarié consommateur. Enfin, excusez-moi, il y a un petit côté Club Med. Il faut leur donner la liberté. Le salarié devient consommateur. Bien sûr. Il faut leur donner. C'est les premiers clients, en fait. Oui. Il faut leur donner la liberté aussi aux managers d'assumer effectivement ce rôle d'animateur. Vous savez, juste avant la crise, il y avait un sondage qui était sorti. 70% des managers, avant la crise, 70% des managers manquaient de temps pour manager. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la place? Parce que c'est des injonctions paradoxales permanentes. Ils remplissaient des tableaux. Et si effectivement tu fais venir au bureau tes équipes pour qu'ils fassent du télétravail au bureau, on est dans l'absurdie la plus totale. Et moi, j'irais même encore plus loin. En fait, je pense vraiment que les mutations qu'on est en train de vivre liées au télétravail vont aller encore plus loin. Et ce que je recommande aux personnes qui me demandent conseil, c'est d'être vraiment radicaux et de dire le bureau n'est pas fait pour travailler. Point barre. Le bureau est fait pour du social et donc du coup on organise notre vie d'équipe. On se connecte au bureau, on parle ensemble. Avec des temps de coordination opérationnelle qu'on peut faire complètement en ligne et des temps de vie où on donne envie aux gens de venir parce qu'il y a la galette machin, parce que c'est le seul jour où on va se voir, parce qu'il y a la soirée baby-foot, je caricature, mais parce que c'est un moment auquel on donne envie aux gens de venir pour du lien social. Alors je précise quand même. Parce qu'on élabore ensemble aussi. Et parce qu'on tient ensemble, c'est du travail. Absolument. Parce qu'on élabore ensemble et l'intelligence collective, elle se fait en présence. On élabore ou en tout cas on se tient la main et on se dit qu'on est une équipe. C'est l'occasion de se dire qu'on bosse dans le même service, la même entreprise. Les ateliers d'équipe, exactement. Et on fait vivre quelque chose de très important pour aller dans votre sens et qui va rejoindre votre activité, c'est que le bureau est un lieu culturel. Oui, absolument. C'est une petite révolution aussi. Mais c'est fondamental. Oui, mais c'est vieux comme le monde. Mais on a fini par l'oublier à tel point qu'on était dans une culture aseptisée, on se ressemblait tous, etc. C'était n'importe quoi. Dans les années 50-60, la galette, le pot du vendredi, l'espèce de convivialité existait. Bien sûr, mais il faut instaurer dans le bureau des rituels de vie. Très clairement. Et c'est pas uniquement la culture baby-foot ou autre, importée de la Silicon Valley, etc. Moi, j'y crois que moyen. Ça peut être la bière en balle de table. Absolument. Mais parce que quand même, on est quand même là pour bosser, pour délivrer. Mais en revanche, dans une dynamique collective. Et là où ça devient compliqué pour les managers, c'est qu'on n'est plus dans un management d'équipe au sens collectif du terme uniquement, mais on part de l'individu qui devient l'alpha et l'oméga. Et ça change tout. Mais juste pour aller un peu plus loin, le manager est un psy. Eric, exactement. Le manager est un psy parce qu'il doit identifier, puisque vous évoquiez tout à l'heure les rédactions, une rédaction et un rédacteur en chef, il doit avoir une connaissance assez fine quand même des individualités de l'équipe. C'est-à-dire qu'il doit savoir les traits de caractère de chacun et à quel endroit. Le contenu, en fait. C'est fondamental, ça. Un manager, c'est là où il doit appuyer, là où il ne doit pas appuyer. Ce que disait Didier, c'est qu'on prend des techniciens, on leur demande d'être manager. Et ça, ils font mal. Tout le sujet qu'on a, c'est à quoi est-ce qu'on s'intéresse ? Est-ce qu'on s'intéresse à la technique, ce qui offre d'énormes avantages, parce que la technique, si on bosse beaucoup, on la maîtrise complètement. Ou est-ce qu'on s'intéresse à l'humain ? C'est plus compliqué, là. Et là, l'humain, on le maîtrisera jamais complètement. C'est une vie entière. Et donc, le manager, sa matière, c'est l'humain.
Sinon, il faut qu'il fasse autre chose, de l'informatique. Donc, c'est le malentendu, ça. Et donc, c'est ça qui est fondamental. Hein, c'est qu'on doit vraiment se centrer sur les individus et la dynamique collective et le jeu collectif. Et donc, c'est vraiment le manager, il est là pour ça. Juste, il nous reste un petit peu de temps encore, mais dans les recommandations que vous faites, parce que là, on a fait un diagnostic, on a posé des difficultés ou annoncé des choses qu'ils devraient faire. Qu'est-ce que vous recommandez aux managers? De s'engager dans des formations, je dirais, pas de psy, mais leur faire comprendre qui est un être humain? Parce que fréquemment, on croise des managers qui sont des gens murés, qui sont d'excellents ingénieurs, mais qui ont un relationnel au niveau zéro. Enfin, qu'est-ce qu'on doit leur apporter? Qu'est-ce que la direction d'une entreprise doit leur apporter pour qu'ils aient les outils pour faire ça? Et surtout que ces gens-là, souvent, en souffrent. Hein. Ben, bien sûr. Oui, ils sont murés et ils en souffrent. Alors, il y a deux réponses. Il y a de la part du manager en soi... moi, je les invite à déconstruire un petit peu ce qu'il y a derrière les représentations, parce que souvent, c'est intéressant de gravir les échelons, parce qu'il y a des représentations de succès social, de virilité, prestige, etc., qui sont un peu décorrélées de l'adéquation avec le métier dans le concret qui se passe au quotidien. Donc, ce qui est intéressant pour eux, c'est d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est important pour eux de grimper, qu'est-ce qu'il y a derrière, et dans quel... c'est très introspectif. Ah oui, c'est sérieux ce que vous dites là. Mais en même temps, je pense que c'est assez inévitable. Et de la part de la direction, de la même manière, réfléchir à un plan de valorisation des individus qui soit plus justement sur la prise en compte de l'individualité, quelque chose qui rajoute un degré de complexité quand on commence à prendre les individus un par un dans leurs individus. Essayer de les comprendre. C'est beaucoup plus difficile que de faire faire quelque chose de masse, mais voilà, vraiment comprendre et arriver à donner des réponses qui permettent de valoriser les personnes en fonction de ce qu'elles sont capables de donner. Et donc finalement, moi vraiment, j'encourage à reconsidérer toutes ces questions de quel est le rôle du manager, à quoi il sert, il sert à ça, ça. Comment est-ce qu'on peut valoriser les personnes et le décorréler complètement, parce que je pense que c'est souffrance et d'inefficacité. Pour tout le monde, parce que on parle de là d'une manière théorique, mais quand on a des invités en plateau, nous disent, des gens qui accompagnent beaucoup les entreprises, nous disent, on est face à des situations de conflit terribles. Il y a des éléments conflictuels, c'est-à-dire que le télétravail a peut-être adouci, encore que, mais ils nous disent, nous, on dénoue des conflits. C'est ça aussi l'objectif, c'est d'avoir des managers qui sont plus des caporal-chefs, mais qui soient des animateurs, des gens qui puissent écouter et que le collaborateur se dise, il m'écoute, il a entendu ce que je lui ai dit, il est bienveillant. Il y a de ça, un peu d'amour, pour le dire simplement. Exactement. Oui. On n'a jamais trop d'amour. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais pour aller dans le sens de madame, je crois que ce qui est important, c'est en amont dégager une énergie spirituelle dans l'entreprise. Et j'utilise volontairement le terme parce que ça interpelle, ça choque. Ça rigole pas là, ce que vous nous dites. Hein. Mais c'est fondamental. Le premier rôle des dirigeants d'un comité de direction aujourd'hui, c'est d'être capable de qualifier son ambition humaine. Quand vous posez cette question, mais ça va même au-delà. C'est au-delà. Moi, je veux être fier sur le plan humain. Eh bien, je vous assure, faites le pari. Vous interrogez tous les membres d'un board d'une grande boîte. La plupart du temps, quand on leur dit à 3-5 ans de quoi tu es fier sur le plan humain, ils ne savent pas répondre. Parce que l'humain est devenu une chose technique confiée au DRH. Or, dans l'absolu, le leadership humain, il est avant tout entre les mains de l'équipe de direction qui va impulser cette exemplarité. Et s'il y a du leadership spirituel, derrière, il y aura des croyances partagées. Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on va donner et à partager un acte commun. Parce que comme effectivement, tout s'est fragmenté au niveau de l'individu, il faut bien renouer le sens du collectif. Et ça, c'est ce bien commun. Et donc, cette croyance. Dernière question, enfin, une question très large, puisqu'on est monté très très haut dans la réflexion approfondie. Est-ce que c'est la fin des managers tels que vous les évoquiez au début de l'émission, c'est-à-dire les managers du 20e? Je donne des ordres, il n'y a qu'une seule tête, on doit délivrer, tu te tais et on avance. Est-ce que c'est la fin de cette ère-là? Moi, enfin, même si elle existe toujours, précisons-le. On est absolument à une charnière où on est en train de réinventer complètement. Mais ce n'est pas du tout la fin du management. Vous y croyez encore? Je ne pense pas, comme Nina, qu'on peut se débarrasser du management. Je crois au contraire que... je suis un peu moins pessimiste que Didier sur ce qui se passe au niveau des boards en ce moment. En tout cas, pessimiste, ils ont pris conscience? Oui, ils se rendent compte à quel point le sujet majeur, c'est les people. Tout le monde aujourd'hui, je ne connais pas
Vraiment, je ne connais pas de comité exécutif qui ne soit pas extrêmement préoccupé par entre guillemets, le net promoter score de leur entreprise, l'intérêt qu'il y a à venir chez eux, comment est-ce qu'ils attirent les talents. Ils savent bien que le sujet majeur est là. Donc, et tout le monde commence à se poser la question. Donc, mais ce qui est certain, c'est que le rôle du manager est à réinventer complètement, notamment parce que les modes de travail ont complètement évolué. Clairement. Juste un mot sur les jeunes, parce que, pour terminer, parce que la relève, c'est les jeunes. Moi, j'ai lu, alors c'est assez contradictoire, il y a des études contradictoires. Certains disent, moi, je suis prêt à être manager, mais j'ai lu aussi des études où les jeunes disent, vous les avez en recrutement, qui vous disent, mais je ne veux pas être manager. Oui. C'est un peu une tendance quand même, qui disent, moi, je ne veux pas être manager. Juste pour revenir une seconde, je suis d'accord, la plupart des états-majors ont conscience. Mais entre la conscience et la prise de conscience, il y a un gap. Et c'est là où il y a eu du travail, justement, pour passer à l'action. Et les jeunes... Heureusement, ça bien sûr, exactement. Ce sont les jeunes... Vous existez grâce à ça. Bien sûr. Ce sont les jeunes qui répondent à la question, est-ce qu'il y a encore ou pas des managers ? Parce que la nouvelle... Moi, j'ai la chance d'enseigner dans une grande école, mais les jeunes ne veulent plus du tout du modèle de manager des années 2000. C'est fini, ça. La verticale, ça tombe, tu tête, avance. Si vous mettez un jeune Z entre les mains d'un petit capot, pour reprendre votre expression, au bout de 2 mois, même pas, il se barre. Il se lâche. Mais c'est évident. Et les Nina, vous en pensez quoi de Je pense que les grands groupes et les administrations, pour le coup... Oui, parce que vous êtes dans une administration. Avec une mission de transformation assez radicale, dans une petite équipe, mais les grands groupes et les administrations qui ne parviendront pas, et c'est déjà le cas, qui ne parviennent pas à effectuer cette transformation, ils vont être dans une crise de recrutement majeure. Mais c'est déjà le cas. Et on est dedans. Oui, on est dedans. Justement, puisque vous avez un pied dans Open Opal et aussi dans une administration sur lequel vous transformez le digital, le numérique, c'est une petite révolution aussi interne. Comment ça se vit, cette relation au manager ? On ne dit pas manager dans la fonction publique ? Non, on dit chef. Eh ouais, c'est ça. Non mais juste, c'est intéressant les mots. C'est traditionnel. On est resté bien à l'ancienne. Voilà, je trouve que manager reste un peu fun. Enfin, il y a quelque chose de manager. Quand on dit chef, déjà, ça tombe. Et votre chef, il est bien, votre chef ou pas ? J'ai la chance d'être dans une équipe qui justement est une petite équipe assez trublionne dans l'ensemble de l'organisation. C'est un peu les rebelles, quoi. Qui s'est montée récemment et pour lequel on n'a pas vraiment. Donc, c'est ma mission de structurer cette équipe pour qu'elle fonctionne de manière atypique. Ah oui, donc vous êtes chef. Donc vous êtes chef. Non, pas du tout. Oh là 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 là. Pas du tout. J'ai aucun. Parmi les rôles du manager, le seul rôle que je vais avoir, c'est celui de l'animateur. Je n'ai aucune. Le résultat. Garder cette cohésion, créer de la cohésion. Le résultat de l'équipe ne dépend pas de moi, mais de l'équipe, etc., etc. Mais en revanche, il y a une personne qui est la déléguée ministérielle au numérique en santé, qui elle fait le lien et qui assure cette interface avec les autres entités et qui donc du coup a premièrement besoin de monter en compétences pour arriver à comprendre comment traduire ce langage. Éminemment complexe. C'est très complexe, mais c'est passionnant. Mais vous soulevez un point, on n'a pas le temps, mais vous soulevez un point intéressant, notamment sur les sujets de la tech et du numérique. Si vous faites monter quelqu'un qui est très psy, qui est très humain, mais qui se retrouve débordé par la masse technique, par le jargon, en fait, il perd la main. Il n'est plus le manager. Donc en fait, c'est impossible. Il faut qu'il comprenne. Par définition, un manager a des experts meilleurs que lui en dessous. Oui, d'accord, ok. Mais il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il exige qu'on lui parle un langage qu'il comprenne. Mais oui, sinon il est exclu. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des entreprises qui ont renoncé à comprendre, notamment les sujets IT. Ah, clairement. Enfin, ils les laissent. Et dans ces cas-là, c'est des catastrophes. On lance des projets qui ne marchent pas, on relance des projets, et ainsi de suite. Donc, il y a l'exigence de comprendre. Enfin, c'est un sujet qui est un thème de débat, c'est-à-dire l'incompréhension des gens des sciences humaines face à des équipes tech dans un jargon impossible, puis à la fin, on abandonne, on laisse les gens se débrouiller dans un coin. Il faut quand même que le manager, il ait une connaissance un peu approfondie de ce qu'il fait quand même. L'exemplarité de la compréhension, c'est évident. Si tu parachutes un manager qui connaît rien au métier de ses équipes, ces équipes vont se mettre soit en retrait, soit en rébellion, bien évidemment. C'est comme parachuter un député sur un territoire où il n'a jamais vécu. C'est la même chose. C'est un sujet intéressant. Et tout d'un coup, il habite Paris, puis il se retrouve dans le territoire de Belfort. Enfin, je pense à personne en particulier. Non, mais c'est vrai en plus. Et le type se retrouve totalement déraciné et perdu. Et ça porte non, c'est un parachuté. Voilà. Ouais, ça s'appelle un parachuté. Donc attention au manager parachuté, c'est ce que vous êtes en train de me dire pour conclure l'émission. Le manager doit s'intéresser d'abord aux individus, mais il doit comprendre la technique. On est d'accord. Non, mais je voulais quand même l'entendre parce qu'il ne peut pas être que psy dans certains domaines. C'est quand même une fonction éminemment
complexe, mais enfin qu'Open Opal est en train de dévisser. Vous êtes en train de dévisser la statue du manager. La réinventer, la déconstruire pour la réinventer. Voilà, vous la déconstruisez. Vous n'êtes pas en train de dévisser la statue du manager. Il restera des statuts de manager. Mais ce qui est important, c'est déconstruire en gardant toujours à l'esprit le bon sens. Qui souvent fait défaut dans les organisations. Oui, le bon sens. Il faut faire attention. Oui, le bon sens, le pragmatisme. Oui, je suis d'accord. Du bon sens. Du bon sens qui est un peu le bon sens qu'avaient nos grands-parents, pour le dire un peu à l'ancienne. Oui, mais c'est pas ringard de dire ça. Mais je suis d'accord. On a évoqué les pots, les rituels qui existaient dans l'entreprise sans que personne n'en parle. Il y avait le rituel du vendredi soir, on prenait tous un pot et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'entreprise dite paternaliste a tendance à revenir un peu à la mode, notamment chez les jeunes. C'est exactement le pot du soir pour se retrouver en collectif. Créer le sentiment d'appartenance. Merci, c'était passionnant ce débat. Et on va le poursuivre évidemment sur nos antennes. Le manager est un psy, ça c'est Eric Albert, fondateur de YouSide, Didier Pitlet, président de la maison Enoch Consulting, président du Cercle de Leadership et la révolution du nom chez Erol, tous les deux. Et puis je remercie Nina Buffy, fondatrice Open Opal, qui est un réseau de managers, de décideurs, d'ingénieurs. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, vous n'allez pas être dépaysé. Fenêtre sur l'emploi, on parle du manager, la crise des vocations. Bah tiens, dites donc, on va continuer ce sujet avec Julien Morisson.